Bonsoir, bienvenue à l'École des Arts Joailliers. On est là ce soir pour notre diffusion en direct de notre salle de classe. Ça fait 11 ans qu'on partage la culture joaillière avec vous. On est ravis d'être parmi vous. Je m'appelle Paul Paradis, je suis historien de l'art ici à l'école et je suis très honoré d'être avec Marie-Laure Cassius-Duranton, ma collègue et mon amie. Elle est historienne et aussi jamologue. C'est toi qui vas t'occuper plutôt des questions scientifiques, n'est-ce pas? Merci. Bonsoir Paul, ravie d'animer cette conférence avec toi. Merci. Sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, à tous les deux, les gemmes ornementales. Et donc nous avons décidé d'intituler cette conférence « Précieuses gemmes ornementales » parce que ça nous paraissait assez important en fait de combattre certaines idées reçues en revenant un petit peu aux origines des gemmes. Juste un petit peu de housekeeping avant qu'on lance. On a nos collègues et amis Ineti Tagué et Céline Galin qui vont cueillir vos questions. Envoyez vos questions sur le Q&A dans le chat. Elles vont aussi vous donner des informations supplémentaires sur les sujets qu'on va discuter aujourd'hui. Et à la fin, on va garder quand même un quart d'heure, si tout va bien, pour répondre à vos questions variées. Alors, on y va? Oui, on va parler de trop bavard parce que en fait, le sujet est vaste. Je pense qu'on peut le considérer un peu comme une introduction en fait, à cette question des gemmes ornementales. Et puis des conférences plus spécifiques sur certaines pierres, évidemment, viendront par la suite. C'est un sujet vraiment passionnant et inépuisable. Alors pour commencer, nous avons choisi de vous parler d'une gemme particulièrement importante, le jaspe. Alors le jaspe, c'est une gemme qui raconte l'histoire de la Terre et qui raconte aussi l'histoire de l'humanité. Alors nous avons choisi deux spécimens particulièrement intéressants. Un jaspe qui fait partie de la série Swaziland, qui est conservé au MNHN, au Muséum national d'histoire naturelle, qui s'est formé donc, très peu de temps en fait, après le début de la formation de notre planète, et qui a piégé en fait, dans ses couches successives donc, des organismes vivants. Et il y a des oxydes de fer qui permettent aussi donc, de dater en fait, ce jaspe. Ce sont des échantillons qui ont été découverts à la fin des années 1950 en Afrique du Sud. Les jaspes, en fait, qu'est-ce que c'est d'un point de vue minéralogique? Le jaspe, en fait, c'est une roche. Alors, une roche, c'est un mélange en fait, de minéraux. Et le jaspe est essentiellement constitué en fait, de microscopiques cristaux de quartz, souvent combinés en fait, avec d'autres choses, et notamment avec des oxydes de fer. Et en fait, le jaspe donc, est un quartz polycristallin, enfin, mélangé à autre chose, et les jaspes existent dans plein d'aspects, de couleurs différentes, avec des motifs, des dessins différents. C'est un monde absolument infini du point de vue des motifs, et c'est une très belle matière qui est assez dure, entre 6 et 7 sur l'échelle de Mohs, relativement tenace à cause de cette structure polycristalline. Et quand on la polit, puisqu'elle a un grain très fin, eh bien on obtient un lustre et une douceur au toucher qui sont assez remarquables. Ces jaspes ont été utilisés comme le silex. Alors en fait, le silex, c'est aussi une roche essentiellement constituée de quartz, utilisée aussi notamment dans l'industrie lithique, donc les outils, en particulier les bifaces, dès la préhistoire. Et le biface que nous vous montrons ici, qui est conservé aussi au MNHN, est daté en fait, de l'époque de Homo erectus, et c'est un magnifique objet en jaspe polychrome, jaune et rouge. Donc en fait, vraiment, cette gemme accompagne l'histoire de l'homme depuis les origines. Et on va s'en servir évidemment comme gemme. Alors, voici notre programme pour ce soir, donc en 3 parties. Donc nous verrons que les gemmes ornementales sont les gemmes les plus précieuses dans l'Antiquité, et on verra que cette notion de préciosité, elle est très relative.
Nous parlerons ensuite des gemmes ornementales dans les arts et nous avons choisi avec Paul de conserver l'expression en italien, les pietre dure, les pierres dures, parce que c'était l'expression qu'utilisaient les Italiens, notamment à la Renaissance. Et puis nous verrons ces gemmes utilisées en fait dans la création joaillère. Ce sera notre troisième partie. On donnera quelques exemples en fait de cette utilisation. On aime les 3 chapitres à l'école, n'est-ce pas? Absolument. Toujours 3 parties. Toujours 3 parties. Ça n'a pas changé. Non, des fois on essaye d'en faire 4, le problème c'est qu'on n'a jamais le temps. Donc là, on reste sur 3 parties. Surtout avec cette conférence. Oui, on va commencer rapidement par une définition du mot gemme. Donc le mot gemme, en fait, vient du latin gemma, ça veut dire beauté, ça veut dire pierre précieuse, ça veut dire ornement, ça veut dire perle aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que la notion de beauté, en fait, est inhérente en fait, à la définition de gemme. Alors évidemment, la notion de beauté est très relative et très variable en fonction des civilisations et en fonction des époques. Et pour être considéré comme gemme, donc en dehors de la beauté, il faut que la matière soit suffisamment durable pour pouvoir supporter d'être portée en bijoux. Donc il faut qu'elle soit un minimum dure. Donc la dureté, c'est la résistance à la rayure. Il faut qu'elle soit tenace, la résistance à la cassure. Il faut qu'elle soit stable, la résistance à la lumière, à la chaleur et aux produits chimiques. Alors aujourd'hui, on est censé dire gemme un peu pour toutes les belles matières utilisées dans les bijoux, mais certains conservent encore une tradition qui est un peu datée, qui est celle de partager et de catégoriser entre pierres précieuses, pierres fines, c'est-à-dire semi-précieuses, et pierres ornementales. Mais en fait, tout ça est très relatif parce que la préciosité, les gemmes ornementales, certaines gemmes ornementales sont extrêmement rares et extrêmement précieuses. Enfin voilà. Donc c'est une expression qui est un peu dépassée. Par contre, juste pour expliquer plus précisément pour les gemmes qu'on qualifie d'ornementales, c'est plus en relation par rapport à la lumière. Donc la relation de la matière à la lumière. Donc en fait, on a des gemmes qui sont transparentes, d'autres qui sont translucides et d'autres qui sont opaques. Transparent, ça veut dire que la lumière passe à travers et on peut lire à travers. C'est le cas de l'aigle marine, par exemple. Enfin, il y a plein de gemmes qui sont transparentes. Translucide, ça veut dire que la lumière passe, mais qu'on ne peut pas lire à travers. Donc, en fait, il y a une diffusion de la lumière sur des particules microscopiques à l'intérieur de la matière. Donc, typiquement, la chalcédoine est translucide. Et puis, opaque, eh bien, c'est quand la lumière ne passe pas du tout. Et donc, la turquoise, notamment, est opaque. Voilà. Donc, ce sont ces matières translucides à opaques que l'on qualifie d'ornementales. Et nous commençons avec la première partie, Paul. Alors, on voulait vous parler ce soir de ces gemmes ornementales. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ces gemmes, on a choisi 3. On a choisi la cornaline, le lapis lazuli et la turquoise. Pourquoi? Parce que c'était des gemmes, des pierres très convoitées depuis la plus haute antiquité. Et pourquoi? Pour leur rareté. Ils se trouvaient loin, parfois, des civilisations. Pour leur couleur. On parle de couleurs ce soir. C'est vraiment les couleurs et la symbolique qui est reliée à ces couleurs qui faisait que ces gemmes étaient considérées précieuses à l'époque. On a des traces du commerce de ces gemmes qui datent du 7e millénaire avant notre ère, bien avant, évidemment, la route de la soie dont on parle depuis le 4e siècle avant notre ère, Alexandre le Grand. Donc, en fait, c'est très riche, cette histoire de commerce, ces sites archéologiques qui nous permettent, et à travers les œuvres d'art qu'on va vous montrer, vous allez comprendre pourquoi on les chérit beaucoup, ces pierres. Alors commençons avec la cornaline, c'est parmi les pierres les plus prestigieuses depuis la plus haute antiquité. Cette couleur rouge, une symbolique assez forte. Et on commence avec la reine Pouabi, c'était une reine très puissante au 3e millénaire avant notre ère. On le sait pourquoi, parce qu'un certain Wolé a découvert des tombes en Our, dans le sud de l'Irak actuel. Il a découvert plus de 1000 tombes et parmi ces tombes, il y a une quinzaine qui sont royales. Et on a trouvé cette femme avec un sceau cylindre où c'était écrit Eresh ou Nin. Donc ça veut dire reine ou quelqu'un de très important. Et les historiens disent que ce n'était pas marqué la femme de tel roi, comme était le cas souvent en Mésopotamie, c'était marqué reine. Et qu'est-ce qu'elle porte, cette reine? Elle était complètement parée
des rubans d'or, des dizaines de mètres, des fleurs naturalistes en or, des ornements en lapis-lazuli que vous voyez sur la tête. Et regardons ces fils, cinquantaine de fils de perles, de lapis-lazuli et de cornaline qu'elle portait comme un manteau. Et donc on sait que de par sa position sociale et les trésors qui étaient ensevelis avec elle, c'est un site aussi un peu étrange. On pense qu'il y avait quand même un site de sacrifice humain également parce qu'elle était ensevelie avec quelques serviteurs. Mais ça nous montre encore une fois le mystère de ce site. Et ces perles en cornaline qu'on a découvertes dans sa tombe ont une particularité assez importante, n'est-ce pas? Elles sont fabriquées d'une manière très technique et aussi artisanale. Et ils ont été importés de loin, n'est-ce pas, de l'Indus? Absolument. En fait, ces perles sont extrêmement intéressantes. Ce sont des perles en cornaline qui témoignent de ce que Paul disait donc, par rapport au commerce international en fait, des matières précieuses et des gemmes depuis la plus haute antiquité. En fait, ces perles en cornaline étaient fabriquées en fait, dans les grands centres en fait, de la civilisation de l'Indus, en particulier à Harappa et à Mohenjo-daro, qui étaient les grandes villes de la civilisation de l'Indus. L'Indus est un fleuve qui sépare en fait, naturellement l'Inde et le Pakistan actuel. Et donc, on sait qu'il y avait un grand savoir-faire sur le façonnage de ces perles qui pouvaient être très longues en cornaline et qui étaient ensuite, pour certaines, décorées avec des motifs géométriques particuliers, comme vous pouvez le voir à l'écran. En fait, on dit qu'elles sont gravées à la soude. Donc, ce sont en fait une fois que les perles étaient façonnées, on faisait une pâte avec du bicarbonate de soude qu'on mélangeait avec du jus de plante. Et il y a eu des analyses qui ont été faites. Et donc, ensuite, une fois que le motif était tracé, eh bien, on le chauffait et ce motif, en fait, se fixait pour l'éternité, pour l'éternité dans la gemme, dans la cornaline. Et donc, voilà. Et donc, il y avait ce type de perle était très recherché et il y a eu une grande diffusion dans toute la région, donc, vous voyez, l'Indus jusqu'à la Mésopotamie et certainement au-delà. C'était un commerce de produits de luxe particulièrement prisé. Alors, voyageons à l'Égypte antique. Alors, le lapis-lazuli, la turquoise, étaient des gemmes très convoitées dans ces cultures, et aussi la cornaline. Alors, raconte-nous ce lapis. Quelle est l'histoire de ce lapis? D'où vient-il? Alors le lapis, on le trouve, on l'observe déjà dans la sépulture de la reine Pouabi. C'est une gemme extrêmement précieuse. C'est la gemme des rois, c'est la gemme des pharaons. En fait, le lapis, ce qui est extraordinaire avec l'histoire de cette gemme, c'est qu'en fait, on la trouve depuis 9000 ans dans les mêmes gisements en Afghanistan, dans une région qui s'appelle le Badakhshan, qui se trouve en fait entre l'Afghanistan et le Tadjikistan actuel. Les mines se situent entre 3700 et 4200 mètres d'altitude et on sait qu'elles sont exploitées en fait, donc, depuis la plus haute antiquité. Et les archéologues s'accordent pour dire que tous les objets depuis 9000 ans qui ont été découverts en Europe et en Asie, en fait, le lapis provenait de ces mines. Donc, c'est un lieu avec une production d'une longévité extraordinaire. Alors, le lapis-lazuli, c'est une roche, donc c'est un mélange de minéraux. C'est des minéraux qu'on appelle les outremer ou les feldspathoïdes, qui sont des minéraux bleus, principalement la lazurite, la sodalite, la nauséane et l'ahuine. Et souvent aussi, ces minéraux se mélangent avec de la calcite, ce sont les veines blanches qu'on peut souvent observer dans le lapis-lazuli, et la pyrite. Alors, ce n'est pas une gemme très dure, on est autour de 5 sur l'échelle de Mohs, ce n'est pas très tenace, mais cette gemme peut être d'une beauté remarquable, due en fait, à l'intensité de sa couleur, qui est très recherchée. Et puis ce bracelet, on voulait souligner la beauté de ce bracelet découvert par Howard Carter dans la tombe de Toutankhamon en 1922, qui a changé notre regard sur l'Égypte. Et regardons le bleu céleste. En fait, le lapis représente le ciel, la voûte céleste, les étoiles avec ses inclusions de pyrite.
Les cheveux des dieux, c'est l'eau primordiale. C'est une couleur qui représente la nuit. Pourquoi? Parce qu'après, le soleil va se lever et on va avoir la régénération. Alors, toutes ces symboliques combinées dans ce scarabée. Alors, le scarabée, pour les Égyptiens anciens, c'était vraiment le dieu solaire du matin qui va repousser le soleil tous les soirs dans le ciel, tous les matins, excusez-moi, pour que le jour revienne. Et le scarabée sculpté dans du lapis est doublement symbolique. Hein. Le mot pour scarabée, c'est kepri ou keper. Ça veut dire aussi existence et ça veut dire aussi scarabée. Donc c'est en fait cette équivalence. Et on voit ce petit bracelet. En fait, c'est tout petit parce qu'on pense qu'il le portait en tant qu'enfant. D'ailleurs, Toutankhamon est mort à l'âge de 19 ans. Et donc, quand il était plus petit, il portait ce bracelet sublime avec le lapis lazuli. Et on voit la cornaline aussi sur ce bracelet. Et oui, on a un échantillon de lapis assez belle à oui, vous de très montrer. belle qualité. Hein. C'est un échantillon de lapis qui vient donc d'Afghanistan, qui contient, on voit effectivement les veines ici enfin les veines, les petites inclusions de pyrite. Et c'est un lapis de très haute qualité qui et en fait, étant donné, c'était très loin pour les Égyptiens, hein, n'est-ce pas, de Badakhshan, donc en fait, c'était considéré, de par sa couleur et par sa symbolique, pour les Égyptiens, c'était vraiment la pierre de prédilection. Et on voit sur ce bracelet également de la cornaline. Alors, la cornaline, c'est la fureur des dieux. Hein, c'est Seth qui va tuer son frère Osiris, il va créer ce chaos dans l'univers, et en même temps Isis qui va tout calmer, la déesse de la fertilité qui va calmer le jeu. D'ailleurs, on dit que sur les défunts, on plaçait un collier de cornaline pour calmer la fureur des dieux. Donc, encore une fois, une couleur hautement symbolique dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a aussi un phénomène de verre, aussi, verre coloré et faïence. Sur ce bracelet, on voit aussi du verre. Parce qu'en fait, quand ils n'avaient pas accès à ces produits précieux, ils utilisaient d'autres pierres ou en fait du verre ou de la faïence parce que c'est la symbolique de la couleur qui emportait. Alors la turquoise, le vert, pour les Égyptiens, le rouge, le bleu, le vert, c'était vraiment le cosmos, la régénération des dieux, etc. Alors ce vert de la turquoise, c'est quoi la turquoise? Pourquoi ils considéraient ça une pierre précieuse et d'où ça venait? Alors la turquoise, en fait, c'est un minéral, hein, c'est un phosphate d'aluminium et de cuivre hydraté qui peut exister dans une gamme en fait, qui va du bleu au vert. On a des turquoises bleues, des turquoises bleu-vert, des turquoises vertes. En fait, la couleur de la turquoise est apportée par le cuivre et le fer. Donc, le cuivre apporte le bleu, le fer apporte le jaune. Et en fonction de la quantité de fer, on va avoir une couleur qui va osciller entre le bleu et le vert. Alors, les Égyptiens utilisaient essentiellement des turquoises qui proviennent du mont Sinaï. Donc, il y avait des mines qui étaient très connues, qui étaient exploitées depuis très longtemps au mont Sinaï. Aujourd'hui, elles ne le sont plus. Et ce sont des turquoises qui sont plutôt vertes. Sinon, il y a aussi les turquoises d'Iran, notamment les mines qui se trouvent dans le nord-est de l'Iran, la région de Mashhad, les fameuses mines de Nishapur, où là, on a des turquoises qui sont bleues, parfois bleu pur, avec différentes nuances et différents types de qualités. Et donc, la turquoise, c'est un minéral polycristallin qui n'est pas très dur, autour de 6 sur l'échelle de Mohs, qui est plus ou moins tenace, ça dépend de la porosité, et qui a par contre la particularité de pouvoir être instable. Alors on ne sait jamais au départ quelle turquoise va être stable, quelle turquoise va être instable. En fait, certaines turquoises, on voit leur couleur changer dans le temps, et on ne sait pas toujours exactement pourquoi. Même si partout on va lire que c'est à cause du parfum, des cosmétiques, etc., il y a certainement d'autres raisons, parce que sur un collier où toutes les perles de turquoise étaient de la même couleur au départ, eh bien, des années plus tard, elles n'ont pas la même couleur, donc certaines ont changé, d'autres pas. Donc ce sont des sujets de recherche pour les gémologues. Juste brièvement, ce masque, ce chef-d'œuvre de l'art de l'Égypte antique du XIVe siècle avant notre ère, on voit bien la cornaline, on voit aussi l'imitation de lapis dans son couvre-tête, et on voit dans son collier de la turquoise, de la cornaline et du lapis. Donc ce trio de couleurs, pour notre jeune pharaon, ce masque, un chef-d'œuvre, 54 cm, 10 kg d'or.
et j'en passe parce qu'on va continuer à notre prochaine image. Cette cornaline, alors explique-nous exactement scientifiquement la cornaline. C'est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé de la cornaline, donc on ne va pas trop s'étendre sur la question. Donc la cornaline, en fait, c'est un quartz polycristallin. Donc en fait, les quartz, alors le quartz, c'est une espèce minérale qui est probablement l'une des espèces les plus courantes à la surface de la Terre avec les feldspaths, tout simplement parce qu'elle est composée de silicium et d'oxygène qui sont les éléments chimiques, parmi les éléments chimiques les plus fréquents à la surface de la Terre. Et en fait, les quartz existent sous différentes formes. On a les quartz monocristallins, c'est-à-dire les quartz à grands cristaux qui sont transparents, comme le cristal de roche ou l'améthyste ou la citrine. Et puis, on a les quartz polycristallins, donc, qui sont en fait des agrégats en fait, de microcristaux, et qui sont translucides à opaques. Et donc, on a notamment on a parlé du jaspe tout à l'heure, mais on a aussi les chalcédoines. Et la chalcédoine, elle est plutôt translucide et elle existe dans différentes couleurs. Et on va avoir des noms de variétés liés aux couleurs. Bon, la chalcédoine verte, c'est la chrysoprase. La chalcédoine brune, c'est la sardoine. Et la cornaline, c'est la variété orange, rouge, un peu brune. Et là, vous pouvez voir sur l'écran la manière dont on la trouve dans la nature. Donc, en fait, ça se forme, en fait, on parle d'un faciès botryoïdal, donc avec une forme un peu mamelonnée. Et c'est une gemme qui est extrêmement fréquente, pas rare du tout. On la trouve dans beaucoup de pays du monde. Et c'est probablement la gemme qui a été la plus utilisée dans l'art de la glyptique. Oui, et pour ceux et celles d'entre vous qui ont vu la collection ici, notre dernière exposition des pierres gravées, vous avez vu cette entaille. L'entaille, c'est quand on creuse à l'aide des outils avec des pâtes de corandon mélangées avec de l'huile d'olive. Et en fait, on voit ce cavalier, c'est un atelier gréco-perse, et on voit ce cavalier sur un cheval galopant, multiplié pour donner ce sens de mouvement. Voilà, donc c'était vraiment la pierre de prédilection pour les entailles pendant des siècles. Absolument, oui, toujours. Donc alors, on voulait aussi vous parler de cette idée d'agate. L'agate qui fait rêver les êtres humains aussi depuis l'Antiquité, n'est-ce pas? Absolument, et en fait l'agate aussi, c'est avec la cornaline, c'est probablement la gemme de prédilection pour la glyptique. Donc l'agate est une variété en fait, de chalcédoine qui se caractérise par des zonations de couleurs. Comme on peut le voir à l'écran ici à gauche, on a un échantillon du musée de l'École des Mines, qui est une magnifique agate que n'aurait pas renié le poète intellectuel Roger Caillois, qui avait une collection assez remarquable justement d'agates, qui qualifiait en fait de pierre de rêve. Et donc les glypticiens utilisent les couches de couleurs contrastées à partir de l'époque d'Alexandre le Grand, un peu après en fait, pour façonner notamment des camées. Voilà, donc c'est une. Alors souvent les historiens vont utiliser d'autres termes que agate, ils vont parler de sardonyx par exemple, mais ça veut dire la même chose. Alors à droite, on rentre en Mésopotamie, plus tard, à la fin du 3e millénaire avant notre ère, le roi Ibicine qui a voué cette perle à la reine, au dieu de la lune, Nana. C'était vraiment le dieu, la déité de la Mésopotamie. Et il y a gravé sur cette perle que moi, le roi Ibicine, je voue cette perle au dieu lunaire Nana, moi qui est au pouvoir, etc. C'est un roi qui a régné vers la fin de la grande période de la Mésopotamie. Donc voilà pour montrer le mystère de cette pierre qui fascinait depuis l'âge de la plus haute antiquité. Et ce qui est intéressant aussi avec cet art de la glyptique qui se développe donc sur ces quartz polycristallins, c'est qu'en fait il y a une relation très directe entre l'art de la glyptique et la naissance de l'écriture. Exactement, il y a cuneiforme. Merci beaucoup. Dans ces civilisations. Alors, on va regarder les pietre dure, on a gardé l'expression italienne. Les œuvres d'art faites avec les pierres ornementales, les pierres dures, vont fasciner à travers les siècles et surtout à partir de la Renaissance. On va avoir un intérêt très aigu chez les princes dans les cours, que ce soit à Habsbourg ou plus tard Henri IV en France et Louis XIV. Et on voulait vous faire une petite promenade à travers les différentes techniques de pierres dures dans l'art, dans les arts. Alors les gemmes ornementales, elles ont été utilisées dans les arts visuels, notamment sous forme de pigments. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est vrai que notamment le lapis lazuli a été broyé pendant des siècles et c'était avec cette matière qu'on obtenait les plus beaux bleus en peinture.
Le lapis, enfin les gemmes aussi, ont pu être utilisées comme support en fait d'œuvres d'art, comme c'est le cas ici dans cet exemple de tableau en fait sur lapis-lazuli. C'est un tableau d'Antonio Tempesta qui était assez spécialiste de ce genre de choses. Donc, ce sont des tableaux de dimensions relativement réduites parce que bon, fallait pouvoir trouver des plaques suffisamment grandes. Ce qui est intéressant en fait dans ce type d'œuvre, c'est que le peintre en fait observe d'abord la gemme avec ses irrégularités, ses spécificités, et il va imaginer en fait une composition à partir en fait donc de ces spécificités. Et on retrouve un peu le processus créateur que décrit Léonard de Vinci dans ses carnets au début du XVIe siècle, en disant au peintre qu'il faut qu'il observe les taches sur les murs et que son esprit, en fait, que ça libère son imagination, et il va imaginer des compositions. Un peu comme quand on regarde les formes dans les nuages, on imagine un peu ce que l'on veut, et donc en fait, la gemme comme les nuages va stimuler en fait l'imagination de l'artiste pour qu'il crée une belle composition. C'est très poétique et on va littéralement utiliser aussi ces pierres pour faire les peintures avec les pierres, la pietra dura. On va parler de l'opificio maintenant, de la pietra dura. En fait, cette idée de tailler c'est comme les mosaïques, mais des morceaux plus grands. C'était vraiment inspiré de l'opus sectile, c'était ces pavements qu'on trouvait dans la Rome antique. Et au XVIe siècle, il y avait un renouveau, un regain d'intérêt pour cette technique de découper des fines lames de pierre. On appelle ça committere commesso, mettre ensemble. Ce sont des pierres de rapport. Et Ferdinand de Médicis, en 1598, il va vraiment mettre en avant cette technique à travers l'opificio delle pietre dure. L'idée, c'était de créer, comme Vasari disait, des tableaux. En fait, c'est des véritables tableaux. On va maîtriser la taille des pierres en petites couches et on va utiliser un seau avec une lime qui est vraiment un fil de métal et du bois, et on va découper selon un dessin et on va les placer comme dans un puzzle finalement. On va les coller, on va les polir avec un mastic, et cet art va prendre une ampleur incroyable. C'est fait pour les cadeaux diplomatiques. Et à gauche, vous voyez parmi les premiers chefs-d'œuvre de l'opificio commandé par Ferdinand, Jacopo Ligozzi, c'était le peintre, donc c'est lui qui a fait le dessin. Et Gaffuri, c'était celui qui était le lapidaire. Mais ils disent que c'est le peintre qui l'aidait à choisir les nuances dans les jaspes. Il y a beaucoup de lapis-lazuli d'ailleurs. Et c'était un message politique également, parce qu'on voit le port de Livourne, qui était un port créé par les Médicis pour protéger leurs intérêts dans la Méditerranée. Et on voit 6 bateaux turcs rouges qui sont accompagnés par un galion italien pour les accompagner dans les eaux. Et on reconnaît en haut à gauche Pise également. Alors, cet art du commesso des pierres, ces mosaïques à la florentine, on peut dire, ça va complètement envahir ou séduire les autres princes européens. Vous allez avoir surtout Louis XIV, plus tard, au XVIIe siècle. Mazarin et Colbert vont l'aider à créer une manufacture au Gobelin en 1688. Ils importent la main-d'œuvre italienne, il s'appelle Megliorini, pour apprendre aux artisans français à faire la même chose. Alors, à droite, vous avez cette table magnifique qui est conservée au Louvre, avec des tableaux d'oiseaux, une canne qui rentre dans l'eau, une canne qui sort de l'eau, une perdrix. Et vous voyez que l'utilisation des veines et des couleurs très fines, et vous avez aussi au milieu, évidemment, le chiffre du roi. Donc cet art de magnificence, Louis XIV les envoyait que dans les résidences royales et en cadeau diplomatique. Cette mode va passer malheureusement vers la fin du XVIIe et début XVIIIe, où la manufacture des Gobelins de pierre dure va fermer ses portes, mais on va réutiliser ces œuvres dans le mobilier, etc. Donc mais c'est très prestigieux. Hein. Très prestigieux, merci beaucoup. C'est un art des princes, exactement, un art princier. Qui a envahi, enfin, qui a séduit tous les cours d'Europe à l'époque, même les Miseroni aussi. Et les Habsbourg. Les Habsbourg, oui. Et aussi la cour de Dresde. Oui, exactement. Absolument. Alors, cet art, en fait, à l'opificio delle pietre dure et la marqueterie de pierre dure va être transposé, en fait, à une échelle plus petite, donc à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe siècle, dans les bijoux.
Et donc à Florence, les artisans ont commencé à fabriquer comme ça des petits tableaux qui vont ensuite pouvoir être sertis, montés en bijoux, donc soit vendus comme ça, et à l'époque du Grand Tour, donc les touristes pouvaient potentiellement acheter ces petits tableaux, les ramener chez eux et les faire monter par leur joaillier, ou alors ils achetaient directement des bijoux qui étaient fabriqués à Florence avec ces marqueteries. Et là, vous avez, c'est un ensemble, c'est une parure qui a été faite pour la princesse Caroline Murat, qui était rattachée à la famille de Napoléon, et là on a le diadème. Les motifs les plus fréquents sont les fleurs, les papillons et les coquillages. Autre région d'Europe où on a tout un art aussi de la joaillerie utilisant ces gemmes ornementales sont les bijoux écossais, qu'on appelait les pebble jewels, les bijoux de cailloux, qui étaient fabriqués en Écosse depuis la Renaissance à peu près, le plus souvent avec des montures en argent, mais parfois, quand c'est plus luxueux, avec des montures en or. Il va y avoir une mode qui va se développer de manière complètement incroyable au XIXe siècle, avec l'influence de la reine Victoria, qui appréciait énormément l'Écosse. Et donc, ce sont ces bijoux. Alors là, vous avez un exemple d'un joaillier de Birmingham qui s'appelle Crichton, donc, qui n'était pas écossais, mais qui fabriquait des bijoux dans le style écossais, en agate et en jaspe. Et donc, on a un système de montage en cloisonné. Et ces bijoux, donc, en tout cas, ce type de bijoux de Crichton a été exposé à l'exposition universelle, je crois, de 1872, si je me souviens bien. Et donc a remporté un succès phénoménal. Alors au début, ils étaient faits avec des gemmes écossaises, donc les jaspes, les agates et aussi les citrines ou les améthystes qu'on trouvait en Écosse, qu'on appelait les cairngorm, c'était le nom qu'on donnait à ces pierres. Et puis avec le succès, en fait, ils ont commencé à faire des bijoux écossais avec des pierres qui n'étaient pas du tout écossaises, même de la malachite qui venait de Russie. Donc grand succès. Alors, pour c'est ces une pierres. belle transition. Vers la Russie, on va parler Fabergé, parce qu'en fait, Fabergé, il préférait utiliser les pierres qui étaient vraiment en Russie. Il avait fait évidemment des études à Oberstein, en Allemagne. Il a traversé l'Europe comme son père avait fait. Il a vu l'opificio delle pietre dure. Il était inspiré, mais il voulait prendre les pierres qui se trouvaient en Russie, dans les Urals, dans l'Oural, dans les Caucases. Et donc, il s'est spécialisé à faire vraiment ce travail. Et à gauche, vous voyez ces fleurs qui étaient convoitées par toutes les femmes de la cour de Saint-Pétersbourg à partir des années 1770-80. Il va se spécialiser. Ces petits bouquets, parce qu'il fait froid à Saint-Pétersbourg, les femmes de la cour, elles importaient les fleurs sur la glace, évidemment, du sud de la France. Et elles adoraient la délicatesse avec laquelle, surtout la néphrite de Baïkal, n'est-ce pas? Ces feuilles sont en néphrite de Baïkal, de rhodonite, n'est-ce pas, pour les fuchsias, qui est vraiment la couleur de manganèse, n'est-ce pas? C'est la manganèse qui donne cette couleur rose. Absolument. Et le petit vase, on dirait que c'est de l'eau, mais en fait, c'est du cristal de roche. Donc, c'est vraiment à droite aussi. On avait toute une série, pas beaucoup, enfin, c'était rare, c'était une cinquantaine, on pense, mais des séries de personnages de la vie en Russie. Et là, vous avez une dizaine de pierres différentes, que ce soit la néphrite, que ce soit le jaspe brun qu'on voit autour de son manteau. Et c'est véritablement un portrait d'un Khamer kazakh. C'était le garde-corps, personnel de la tsarine Alexandra Feodorovna. Et c'est marqué sous les pieds son nom, les dates de son service. Et son visage en cachalon est tellement réaliste, c'est un véritable portrait. Et juste pour l'histoire, la rareté de cette pièce a fait qu'il a été découvert aux États-Unis dans les années 2013. Ça avait été dans la même famille depuis des décennies. Il a fait plus de 5 millions de dollars aux ventes aux enchères. Et on a du mal à croire, mais en fait, c'était un modeleur qui modelait en cire. Et après, Derbysheve, c'était un des plus grands glypticiens des ateliers. Il découpait chaque pierre, on les rassemblait et on ne voit même pas les jonctions. On ne voit pas. On a du mal à croire que c'est des pierres. Donc, que ce soit le jaspe gris de la barbe ou le cachalon de la peau. Donc, ce sont des véritables chefs-d'œuvre très, très rares également, comme les œufs. Hein. On en recense moins de 50, je pense. Et surtout, les portraits directs comme ça, il n'y en a que 2. Les portraits de personnes connues. Et alors là, chez Fabergé, ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'en fait, ce sont les gemmes ornementales
qui sont la matière même de la mimésis, et c'est vraiment... Fabergé est un artiste extraordinaire. Alors, on voulait vous parler aussi des sources d'inspiration pour la création joaillière. À certaines époques, évidemment, ce goût pour les pierres ornementales, les pierres dures, ça revient, mais on voulait quand même... En fait, il n'est jamais parti, ce goût. On est d'accord. À chaque fois qu'on donne... Oui, alors, on va quand même montrer des objets joaillières, n'est-ce pas? Absolument. Et on va parler un peu du XXe siècle. Et on va commencer évidemment avec l'Art déco parce que, en même temps, les joailliers de l'Art nouveau aussi ont été très inspirés par ces gemmes ornementales. Mais l'Art déco, beaucoup, notamment les couleurs de ces gemmes, les textures de ces gemmes, vont inspirer les joailliers, notamment dans les objets. Donc nous avons choisi de vous parler de deux objets qui ont été réalisés par des joailliers italiens. Alfredo Rabasco, qui n'est pas forcément très connu en France, qui est un orfèvre joaillier qui a été extrêmement inspiré par les gemmes ornementales, qui est très original dans ses réalisations. Certaines œuvres sont extrêmement modernes, d'autres oscillent un peu entre le maniérisme et le surréalisme. Enfin, il en fait une synthèse extrêmement intéressante, comme dans ce centre de table qui combine le lapis lazuli avec l'agate, qui est conservé à la Villa Necchi Campiglio à Milan. Il y a une collection d'objets de Rabasco absolument remarquable. Et puis Janezic, qui est un joaillier originaire de Trieste, en Italie, aussi, qui s'est installé à Paris à la fin du XIXe siècle et qui faisait partie des joailliers les plus prisés, tout comme Cartier, Van Cleef & Arpels, La Cloche, à l'époque Art déco. Et là, c'est intéressant sur cette boîte parce qu'il utilise l'aventurine, qui est encore une autre variété de quartz polycristallin, dont la couleur en fait verte est due à des inclusions de fuchsite. Et ça donne en fait une texture très particulière parce qu'en fait, quand on utilise cette gemme, c'est souvent utilisé d'ailleurs en substitut au jade. Mais on a un poli piqueté, c'est-à-dire quand on le regarde de près et qu'on le fait miroiter, on voit plein de petits trous en fait à la surface. Alors la période Art déco est très propice, ce retour aux formes vraiment géométriques, géométrisant, l'industrie, modernité. C'est vraiment une époque où les pierres ornementales sont mises en valeur dans la joaillerie. Et à gauche, on vous a choisi deux, c'était compliqué, hein, on en a plusieurs à vous présenter. C'est très dur. Mais Cartier, évidemment, une des maisons qui a vraiment, à travers Charles Jacot, le grand dessinateur pour la première moitié du XXe siècle, qui a vraiment su ramener de ce style guirlande à des styles beaucoup plus avant-garde. Et là, on voit cette boucle de ceinture en onyx, sculptée, turquoise, émail et diamant. Jean Fouquet, en fait, c'était un des grands joailliers, le fils de Georges Fouquet, un membre de l'Union des artistes modernes. Il disait un bijou devrait se lire de loin. Alors, les formes géométriques, les couleurs tranchantes, les pierres dures, tout ça, ça se prête très bien à ce qu'on appelle la modernité qui a exposé sur la scène internationale avec l'exposition de 1925. Et à droite, une star de la période Art déco et post-Art déco aussi, Suzanne Belperron, jeune fille de Besançon. Elle est embauchée par Jeanne Boivin à Paris à l'âge de 19 ans. Et au bout de 12 ans, elle devient directrice artistique adjointe. Et elle s'en va. Et pourquoi? Parce qu'elle voulait avoir sa propre griffe avec Bernard Hertz. Mais ce qui est intéressant... On ne sait pas très bien pourquoi elle est Oui, on ne sait pas, c'est vrai. Non. À chaque fois, on dit ça, mais je trouve que c'est assez flou. On ne sait pas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que la calcédoine, ça faisait vraiment partie Elle adore de ses la calcédoine de blonde, évidemment. Elle a toujours travaillé toute sa vie avec Adrien Loire, c'était son lapidaire de prédilection. Et elle joue avec les volumes, avec la calcédoine mélangée avec des pierres, que ce soit des pierres précieuses, et là, une perle, et les volumes. Pour moi, Suzanne Belperron, c'est vraiment les volumes, c'est vraiment l'art déco beaucoup plus sensuel, etc. Donc, on vous a choisi deux exemples parmi beaucoup. Et l'art du camailleux aussi. Là, elle a choisi vraiment la couleur de la perle en fonction de la couleur de la calcédoine. Et c'est vrai que ces matières, ces calcédoines l'inspiraient énormément, en fait, dans ses créations. Dans les années 1970, moi aussi. Non, je suis née à peu près à ce moment-là. Enfin, ça ne regarde personne au final. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Alors, qu'est-ce qui distingue un peu au premier regard un bijou des années 70? Alors, la dimension.
et puis l'or texturé, et puis ces gemmes ornementales, toutes sortes de gemmes ornementales. Là, on a un sautoir de Aldo Cipulo pour Cartier en quartz œil de tigre et calcédoine verte. Ce qu'il y a de bien avec ces matières, c'est qu'on peut avoir des volumes très importants aussi. Et c'est vrai que le bijou surdimensionné, ça fait aussi partie de ce que l'on aime dans les années 70. Cipulo, il travaillera avant de créer sa propre maison. Il va travailler pour Tiffany et il va travailler pour David Webb. Et pour Cartier, évidemment, puisque là, c'est un exemple de ce qu'il a fait pour Cartier. David Webb est un joaillier qui va beaucoup s'inspirer notamment de Cartier et de Belperron et qui va faire tout ça en surdimensionné, en utilisant aussi beaucoup de gemmes ornementales. Et puis, il y a toute une tendance aussi du bijou dans les années 1970, de style archéologique, qui va, comme alors, un des grands exemples, un de mes préférés, c'est Ilias Lalaounis, qui est un grand joaillier grec, qui va reprendre des techniques de travail de l'or typiquement de l'Antiquité, comme le filigrane, la granulation. Et donc, on a travaillé sur la texture de l'or, et il utilisera assez peu de gemmes, mais il adorait la sodalite. C'est un des rares joailliers à avoir beaucoup utilisé la sodalite, qui est un feldspathoïde qui rentre dans la composition du lapis lazuli. Et là, on a un motif donc, de nœud d'Hercule, avec ce très beau travail d'incrustation de sodalite. Alors, on ne pouvait pas ne pas vous parler du malachite, ce gemme, enfin cette pierre qui est très intéressante, mais d'abord, on voulait vous parler de la création iconique que vous reconnaissez tous et toutes. Alhambra, cette forme quadrilobe universelle qui était créée en 1968, la version avec de l'or froissé, perlé, les 20 motifs, c'était l'ère du temps, les sautoirs, le bijou plus facile à porter. Et c'est devenu vraiment le bijou fétiche des personnes comme Françoise Hardy. Là, vous voyez Romy Schneider. Et c'est toujours d'ailleurs, après 50 ans, toujours un grand symbole de la maison Van Cleef et qui nous rappelle la chance, évidemment. Jacques Harpel qui disait, pour avoir la chance, il faut croire à la chance. On peut l'interpréter comme un trèfle à 4 feuilles, si on veut. On peut l'interpréter comme le symbole qu'on voit sur le palais des Doges. Enfin, c'est mystérieux, l'origine. En fait, le motif quadrilobe, c'est un motif universel et intemporel. C'est ce qui en fait aussi l'intérêt. Exactement. Et ce qui est intéressant, à partir de 1971-72, la maison va commencer à décliner Alhambra avec les pierres ornementales. D'abord lapis, et puis ce malachite. Et puis vous avez aussi des collections avec juste pure Alhambra ou Alhambra juste avec un motif qu'on vous montre. Et en fait, la beauté du malachite, c'est la façon dont on la débite. On a des veines très très jolies et très esthétiques, justement. On s'en servait beaucoup dans les arts décoratifs à l'époque impériale russe. Mais à gauche, on voit, qu'est-ce que c'est que ce malachite? C'est assez étrange, cette forme. Alors, c'est du malachite brut tel qu'on la trouve en fait, dans son lieu de formation géologique. Et en fait, c'est un minéral polycristallin aussi, c'est-à-dire que c'est constitué d'un agrégat en fait, de microcristaux en forme de fibre. On a comme ça une formation fibro-radiée et quand on la débite, quand on la découpe et quand on la polie, on va faire apparaître des motifs. Donc on a ici un échantillon effectivement de malachite brut. Et on voit les zonations de couleurs. Donc voilà, la malachite est verte, c'est un carbonate de cuivre hydraté dont la couleur est due au cuivre. Mais vous voyez, en fait, c'est toujours vert, mais avec des contrastes, donc vert clair, vert foncé. Et en fait, chaque morceau de malachite est unique. Et donc, il faut faire attention avec la malachite parce que ce n'est pas très dur, ce n'est pas très tenace, ce n'est pas très stable. Donc, c'est une gemme délicate. Il faut y faire attention. Voilà, on évite d'aller au spa avec, au sauna, ou je ne sais où. Enfin, on fait attention à ces bijoux en malachite. Alors, dans la création contemporaine, où est-ce qu'on s'en est avec ces pierres ornementales? On voulait quand même vous parler d'un chef-d'œuvre. On avait du mal encore à choisir. C'est très difficile. Oui. Alors, on a un métier très difficile. Exactement.
Alors, parle-nous de cette broche de jarre. Joel Arthur Rosenthal, cet Américain qui a commencé à Paris en tant qu'il avait une boutique de laine et de couleurs, et on lui a dit, vous êtes un coloriste, il faut que vous fassiez les bijoux. Et l'histoire mythique de ce jarre qui est en face sur la place Vendôme depuis 1977, il crée des chefs-d'œuvre de glyptique, n'est-ce pas, avec ce zèbre de 1987 qui était taillé c'est du jaspe, n'est-ce pas? Jaspe ou agate, enfin c'est un quartz polycristallin avec des zonations caractéristiques, et c'est le glypticien Philippe Nicolas. D'ailleurs, si vous voulez davantage en savoir davantage sur Philippe Nicolas, une conférence a eu lieu en fait l'année dernière entre Olivier Ségura et Philippe Nicolas. Vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube, où il explique un peu tous les secrets de son métier. Et Philippe Nicolas, à l'époque, travaillait comme glypticien indépendant, et il travaillait beaucoup pour Jarre. Et c'est lui qui a gravé en fait cette tête de zèbre. Et donc c'est une des pièces les plus emblématiques de l'œuvre de Jarre, qui a été exposée lors des 3 expositions qui lui ont été consacrées. Et c'est une broche de dimension assez imposante. Et elle a été vendue l'année dernière chez Christie's, à Genève, je crois, ou à New York. Non, à New York. New York, je crois. Et alors, en fait, elle a été exposée à Genève quand même avant. Oui, tu as raison. Elle a fait le tour du monde. Et on a réalisé, en allant à l'exposition, qu'en fait, la tête de zèbre avait été cassée et recollée. Malgré tout, elle a quand même atteint un prix assez remarquable, puisqu'elle a fait plus de 550 000 $. Et c'est quand même très remarquable comme prix, parce que ça montre bien que ce prix-là, il n'est pas lié à la valeur des diamants, des saphirs ou de tout ce qui va être considéré traditionnellement comme précieux sur cet objet, mais c'est le prix de l'art, c'est la valeur de l'art, c'est la magnificence de l'agate gravée par Philippe Nicolas, et ensuite le bijou inventé par Joel Arthur Rosenthal, qui est quand même l'un des artistes joailliers les plus célébrés aujourd'hui. C'est lui qui choisit ses clients, n'est-ce pas? Absolument, et puis il a un goût extrêmement audacieux, en tout cas pour les gemmes, et notamment les gemmes ornementales. Très bien. On est désolé d'être à la fin de notre épopée, mais on va prendre vos questions quand même. Oui. Mais d'abord, on voulait juste vous parler de notre prochaine conférence en ligne. Ce sera direct de Hong Kong au courant du mois de mai, sur notre ami Daniel Brush, un artiste incroyable, un métallurge. Il était vraiment magicien avec les métaux. Daniel Brush, on a connu, on a eu la chance de le connaître. On a fait l'exposition ici à Paris. On vous tient au courant pour la date précise de cette conférence sur Daniel Brush, direct de notre campus à Hong Kong. Mais on a beaucoup de questions. C'est toi qui les as? Oui, je les ai. Je vais les ouvrir parce que... Alors, Harappa et quelle autre ville pour la cornaline? En fait, la cornaline, on ne sait pas trop d'où elle venait. Oui, exactement. Mais elle était travaillée dans les centres de Harappa et Mohenjo-Daro, qui sont les 2 grandes villes de la civilisation de l'Indus. Alors, que dire sur l'échelle de Mohs? Quels sont les critères de dureté? Ça, c'est pour toi. Alors, l'échelle de dureté, donc, en fait, la dureté, c'est la résistance à la rayure. Friedrich Mohs, c'est un minéralogiste allemand qui a publié en 1812 une échelle de dureté qui va de 1 à 10. Donc le minéral le plus tendre, c'est le talc, et puis le plus dur, c'est le diamant. Et en fait, il va comparer, en utilisant différentes matières, il va comparer la dureté de différents minéraux, il va faire un classement. Mais c'est une dureté qui n'est pas une dureté absolue, c'est une dureté relative et comparative. Donc il y a d'autres échelles de dureté, qui sont des échelles de dureté scientifiques, mais malgré tout, en gémologie, on a encore coutume de s'y référer. C'est très utile. Alors, quand et où ont été trouvés les plus anciens bijoux en pierre ornementale? Ça, c'est compliqué. Si on parle d'objets sculptés en glyptique, je serais incapable de le dire. Depuis les grandes civilisations, on connaît. Oui, mais même les préhistoires. Même à la préhistoire, oui. Parce que après, oui. Alors, les bifaces sont des outils. On a utilisé aussi ces gemmes comme pour façonner des armes, des points de flèche, des choses comme ça.
À partir de quand est-ce qu'on décide de percer et de porter en ornement? C'est très difficile à dire, je ne sais pas en fait. Oui, en fait, c'est une question qui nous fascine et avec chaque découverte archéologique, on découvre des nouveaux objets, les utilisations. C'est un sujet passionnant pour nous à l'école. C'est vrai qu'au niveau de la parure, on trouve des coquillages percés dès 150 000 ans. En fait, dans la dernière découverte, c'est une sépulture au Maroc. Mais les pierres en tant que telles, je ne sais pas. Alors, une question sur les opales. Dans quelle catégorie classez-vous les opales? Alors, les opales, en fait, appartiennent c'est une espèce minérale qui appartient au groupe minéral des silices. Et c'est le même groupe minéral que le quartz et les verres naturels. Donc c'est la composition chimique, en fait, on a du silicium et de l'oxygène, mais sauf que après ça s'organise de manière différente. Donc les atomes en fait c'est cristallisé dans le quartz, c'est pas cristallisé dans le verre, et on dit que c'est pas cristallisé non plus dans l'opale. Alors encore des questions, Pierre. Quelle est la différence entre la cornaline et l'agate? En fait, d'un point de vue minéralogique, c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est du quartz polycristallin. Après, la cornaline, c'est couleur uniforme, rouge, et l'agate, c'est avec des bandes. En fait, ce n'est pas des noms scientifiques, cornaline et agate, c'est des noms culturels. Pour les historiens. Et commerciaux. Et comme nous. Voilà. Alors, pourriez-vous nous expliquer comment sont faits les camées? Alors, l'art de la glyptique, c'était le sujet de notre avant-dernière exposition. En fait, c'est un art qui est né... Hein. Non, toi aussi. Bon. C'est un art qui est né, on pense, à peu près au IVe siècle avant notre ère. Et en fait, on prend une pierre avec des strates de couleur naturelle qui existent déjà. Et je sais qu'on peut les modifier aussi pour les rendre plus foncées. Une agate, par exemple. Et on va tailler à l'aide d'un outil qui tourne. Imaginez, à l'époque du IVe siècle avant notre ère, c'était compliqué. On a des fourreaux et des forêts, merci, qui tournent à l'aide d'une puissance motrice, et on va sculpter, on va enlever les couches par couche pour faire ressortir le portrait ou que ce soit la scène mythologique en utilisant les strates de couleur naturelle. Donc c'est un art assez précis et très complexe. Et puis en fait, on utilisait, comme je disais pour les hentai aussi, on mélangeait de la poussière de corindon, n'est-ce pas, avec une huile pour avoir, et plus tard diamant. Corindon, dureté 9 sur l'échelle de Mohs. Donc saphir et rubis, c'est du corindon. Et donc les camées sont infiniment complexes à réaliser, surtout quand on pense à leur âge, quand ils sont nés. Alors on va... Pardon. Oui, il y a énormément de questions. Oui, il y en a beaucoup. Alors, a-t-on trouvé des bijoux très anciens en quartz œil de tigre? Très bonne question. Oui. Je ne sais pas. On va revenir vers vous. En fait, écrivez-nous là, ça ne me dit rien. Moi aussi, écrivez-nous sur l'adresse qu'on va vous fournir. C'est intéressant. Alors, c'est très dur. Pour moi, c'est à partir du 19e qu'on utilise le quartz œil de tigre, mais j'ai sûrement tort. Il y a sûrement des choses avant. Je ne sais pas. On va regarder. C'est une bonne question. Merci beaucoup. Alors, revenons au lapis lazuli. Est-ce que le lapis lazuli qui a influencé la création du bleu Klein? Peut-être. Peut-être. En fait, le bleu du lapis lazuli, c'est vraiment le plus beau bleu dans l'histoire de la peinture. Et ça serait étonnant que Yves Klein n'ait pas eu ça à l'esprit. Et ensuite, il faudrait que, pareil, je ne suis pas spécialiste d'Yves Klein. Non, mais comme tu as bien dit, c'était très cher et on s'en servait pour la peinture bleue. On le broyait depuis la Renaissance pour représenter souvent, même avant. En fait, bien avant. Est-ce que la marqueterie de pierre dure est un artisanat d'art qui se pratique encore? Bien entendu, ça se pratique toujours. D'ailleurs, vous avez des artistes contemporains qui le font à New York. Je pense à un lapidaire dont le nom m'échappe, mais aussi on pense à l'Opificio delle Pietre Dure qui continue. Cet endroit dont on vous a parlé, excusez-moi, à Florence, continue à exister et ils font vivre cet art de la pierre dure toujours aujourd'hui. Il a un nom russe, l'américain auquel tu penses? Oui, non, c'est Jeff, celui à New York qui travaille avec nous, qui a travaillé pour l'exposition de Tavernier. Okay. Mais ça va me revenir, excusez-moi.
Comment sont faites les jonctions des pierres sur le personnage de Fabergé? Ça, c'est une très bonne question. En fait, les pièces sont pré-taillées par les lapidaires et les joailliers les assemblaient, si j'ai bien compris. Mais on ne sait pas, en fait, on devait mettre une espèce de colle, mais après, pour les polir, pour que ça se voit plus, c'était vraiment tout l'art de ces objets de Fabergé. Ce sont des mystères, en fait. C'est des miracles techniques. Oui, oui. C'est vraiment des savoir-faire qui se sont perdus en plus. Il y a beaucoup de recherches sur Fabergé. Si vous regardez, justement, il y avait la grande exposition à Londres il n'y a pas longtemps. Et aussi, j'ai trouvé beaucoup d'informations sur ces figurines en ligne. Et vous allez voir que c'est très compliqué, on ne sait pas exactement. Choisis-toi. Quelles sont les zones d'extraction de la malachite? Et comment expliquer son utilisation dans les années 70 comme de nos jours? En fait, la malachite est utilisée depuis l'Antiquité. On la connaît depuis l'Antiquité. Elle est déjà décrite par Pline l'Ancien dans l'Histoire naturelle, qui a été écrit au 1er siècle. Et alors, il y a différentes zones de gisement, mais en fait, aujourd'hui, la plupart en fait, des malachites qu'on utilise, elles proviennent de République démocratique du Congo. Oui, j'allais dire, il me semblait qu'en Afrique. Alors qu'il y a eu une époque où la Russie, en fait, notamment au XIXe siècle, la Russie était le premier pays producteur du monde en malachite. Aujourd'hui, c'est la RDC. Oui, ils en ont trouvé à Sverdlovsk. C'était un monsieur qui cherchait du cuivre pour les canons du tsar. Et comme le cuivre est dans les mines de cuivre, on trouve le malachite. Il a découvert un bloc de 70 tonnes. Et c'était ça, cet engouement pour le malachite. Alors, Marie-Laure, on ne peut pas éviter la question sur ta bague, s'il te plaît. Si. Explique-nous. Ben non, mais parce que je ne suis pas censée faire la publicité des autres joailliers. Et une question, est-ce que vous portez un squash blossom, le collier? Oui, tout à fait. D'où vient la symbolique des pierres que vous avez pu évoquer? Leur symbolique est-elle encore d'actualité? Ben nous, on a évoqué des civilisations antiques, on a évoqué les croyances égyptiennes, mésopotamiennes, mais en fait, on peut trouver les croyances universelles, les pierres. Les symboliques des pierres, ça change selon la culture, mais nous, on a choisi de parler de l'Antiquité parce qu'ils considéraient ces pierres vraiment, précieuses. Mais si vous creusez dans l'histoire, vous allez trouver d'autres histoires, selon la culture, quand ce soit en Chine, le jade, on n'a pas parlé du jade aujourd'hui. Ah oui, non, mais là, le jade... Je sais, c'est tout un autre sujet. On fera bientôt une conférence sur le jade. Mais la symbolique est toujours d'actualité selon les croyances. Je sais que les gens y croient toujours. Si vous regardez, tapez sur Internet, vous avez plein de sites qui vous expliquent la puissance des pierres, etc. Alors, ce sont des croyances, effectivement, et des traditions. Oui. On n'est pas dans la science, on est vraiment dans la croyance et des traditions culturelles. Absolument. Et donc, voilà, c'était la première, je pense, d'une série de conférences qui porteront sur les gemmes ornementales, mais peut-être plus précisément, voilà, une sur le lapis lazuli, une sur la turquoise. Voilà, on a des envies comme ça. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci, Paul. Merci, Marie-Laure. Merci à Inesita et à Céline sur le chat, et merci à toute l'équipe. Bonne soirée. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt de l'École des Arts Joailliers à Paris.